Les amis, je m'excuse pour ma voix un peu rocailleuse. J'ai chopé un rhume et je vous avoue que je suis sous l'eau. Ça me fait au moins un point commun avec les pilotes de Formule 1, qui ont connu un Grand Prix d'ouverture particulièrement pluvieux. Et oui les amis, le Grand Prix d'Australie a livré son verdict. À Melbourne ce dimanche, certaines écuries ont confirmé ou infirmé les dispositions dans lesquelles elles se trouvaient à l'issue des essais hivernaux de Bahreïn. Premièrement, McLaren est bien la première force du plateau. P1 et P2 en qualif, Norris vainqueur du Grand Prix. Tout n'a pas été parfait bien sûr, mais ils sont satisfaits de ce résultat. Ensuite, Max Verstappen est toujours dans le coup. Malgré une voiture de toute évidence moins bonne que la McLaren jusqu'à présent, il est le seul à avoir regardé Piastri et Norris dans les yeux. Sincèrement, il y aurait sans doute eu zéro débat sans la pluie. Mais au final, il a ramassé de gros points, et c'est ça qui compte. Il y a également eu des surprises. Une belle remontée de Kimi Antonelli par exemple. Un excellent résultat pour Alex Albon. Nico Hülkenberg qui bat en une seule course le total de points de Sauber en 2024. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu de l'action du début à la fin. Dans cette ambiance chaotique, il y a une équipe en particulier qui a grandement déçu. La Scuderia Ferrari. Et oui, car les tifosi attendaient impatiemment de voir Charles Leclerc et Lewis Hamilton en piste. D'autant plus que Carlos Sainz avait remporté le Grand Prix l'an dernier, donc il y avait des sources d'espoir. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Qualifié P7 et P8, derrière Yuki Tsunoda et Alex Albon quand même, et classé seulement P8 et P10 le lendemain, il va sans dire que Fred Vasseur et sa bande s'imaginaient un autre scénario pour lancer leur saison. Alors que s'est-il passé à Melbourne? Est-ce une simple erreur de parcours? Ou alors y a-t-il des problèmes plus importants que ce qu'ils ne paraissent? On va analyser tout ça dans cette vidéo. Et je vous donnerai également mon avis sur deux autres écuries qui m'ont déçu ce week-end. Avant toute chose, restons calmes. Il n'y a eu qu'un seul Grand Prix, qui s'est déroulé dans des conditions particulières. C'est bien sûr trop tôt pour dire si Ferrari est dans une phase difficile, ou s'ils vont réussir à rebondir, on n'en sait rien. Attendons de voir ce qu'ils nous réservent sur le premier tiers de la saison, à minima. Cependant, je trouve leur situation très intéressante à analyser, parce qu'ils étaient, de loin, l'équipe qu'on attendait le plus au tournant à Melbourne. Pourquoi? Parce que leur duo est le meilleur de la grille sur le papier. Ils sont sur une pente ascendante depuis la fin de saison dernière. Ils sont passés à quelques points du titre constructeur. Et ce que met en place Fred Vasseur jusqu'à présent est juste remarquable. Tout ça mis bout à bout, on comprend que Ferrari doit jouer les deux championnats. Mais à Melbourne, Ferrari a renvoyé l'image d'une écurie pataude, bien loin de ses aspirations de titre mondial. Et ça, c'est un problème. Même si McLaren a l'avantage en ce moment, il se pourrait bien qu'on assiste à l'un des championnats les plus serrés de l'histoire. Et dans ce contexte, eh bien chaque point compte. Ferrari n'a pas connu de problème mécanique. Et c'est donc d'autant plus frustrant pour ses supporters de les voir si loin du podium. Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Il faut à mon avis analyser séparément la qualification et la course, puisqu'on a constaté des dysfonctionnements assez différents. Commençons par analyser pourquoi Ferrari a tant galéré en qualification. Depuis l'an dernier, l'écurie a en quelque sorte réorienté sa philosophie de développement pour favoriser la performance en course plutôt qu'en qualification. Fut un temps, Ferrari et Leclerc avaient tendance à faire la pole position pour laisser la victoire à Max Verstappen le plus souvent. À Melbourne, contrairement à McLaren, Ferrari n'a pas progressé au fil des séances. Norris a amélioré son temps de près d'1 seconde entre la Q1 et la Q3, quand Leclerc et Hamilton n'ont grappillé que quelques dixièmes. C'est comme si la voiture avait en quelque sorte atteint son plafond de verre dès la Q1, sans aucune marge d'évolution. Leclerc explique que dès qu'il cherchait à pousser un peu la voiture, le comportement devenait super inconstant. En clair, plus ils essayaient d'extraire de la performance, moins la voiture répondait correctement. Du coup, eh bien, ils ont dû en garder sous la pédale, de peur de commettre une erreur. Et c'est pour ça qu'ils sont restés dans des temps similaires par rapport à la Q1. J'ajouterai aussi que Lewis Hamilton prend encore ses marques, et rien de plus normal. Un très bon article de The Race nous explique qu'il a levé le pied dans le virage le plus rapide du circuit, virage 6 et 12 spécifiquement. Et au final, ça le relègue à un peu plus de 2 dixièmes de Leclerc. Honnêtement, c'est plutôt une performance honorable quand on considère que c'était sa première avec Ferrari. Mais on constate qu'il manque encore de confiance dans cette voiture. On comprend donc que le setup amené en qualification n'était juste pas le bon. Et il y a donc ici un vrai problème de compréhension de la monoplace. Ce n'est qu'un Grand Prix, mais ce genre d'erreur ne devrait pas arriver pour un candidat au titre. Se qualifier hors du top 6 alors qu'une Williams et une Racing Bull sont devant toi, c'est une faute de la part d'une équipe comme Ferrari. Ensuite, le lendemain en course, ce fut très brouillon. Déjà, Ferrari en conditions mouillées, dites-moi si je me trompe, mais ce n'est jamais vraiment un grand succès, en tout cas sur cette période de réglementation. Hamilton est resté planté derrière Alex Albon pendant 35 tours, ce qui est en vrai davantage lié aux conditions de course plus qu'autre chose. Mais tout de même, permettez-moi d'en entendre un peu davantage de Ferrari. Mais le plus gros problème, c'est qu'ils ont eu l'opportunité de sauver leur week-end, et qu'ils n'ont pas su en profiter. Au tour numéro 45, la pluie s'intensifiait, et les écuries devaient faire un choix. Chausser les intermédiaires ou tenter de rester en pneus secs jusqu'au bout. Certains, comme Mercedes, McLaren ou Williams, ont parfaitement géré, en s'arrêtant rapidement. Ce n'est pas le cas de Ferrari, qui a choisi de continuer sur ce train de pneus coûte que coûte, et qui a perdu son pari. Ils chaussent les pneus intermédiaires 3 tours trop tard, et ils perdent en conséquence leur opportunité de jouer le top 5, qui était accessible à ce moment-là. Alors dans ce genre de situation, la roue peut tourner rapidement. S'il y avait effectivement eu moins de pluie que ça, et que le choix de Ferrari fut le bon, on les aurait qualifiés de génie.
Mais une écurie comme celle-ci ne peut pas passer à côté de telles opportunités. Surtout quand on voit Nico Hülkenberg ou Kimi Antonelli, qui partaient 16e et 17e, je le rappelle, et qui terminent devant eux. La performance en course n'était donc pas là, la stratégie non plus, et ça c'est plus subjectif, mais je trouve qu'il y avait beaucoup de tension entre les pilotes et leurs ingénieurs. Bon, l'ingé de Charles Leclerc nous a sorti une nouvelle masterclass à la radio. Franchement, j'ai pas les mots, c'est trop. Mais au-delà de ça, je l'ai trouvé assez frustré, presque dégoûté d'être si impuissant par rapport aux écuries de haut de tableau. Car entre McLaren, Mercedes, Red Bull et Ferrari, la pire écurie à Melbourne, c'était bien la Scuderia. Quant à Lewis Hamilton, eh bien la communication avec son ingénieur, Riccardo Adami, est en rodage, c'est le moins que l'on puisse dire. Encore une fois, rien de plus normal après 11 ans passés aux côtés de l'emblématique Bono. Mais il y avait tout de même beaucoup de tension, plus que ce à quoi je m'attendais. Il lui en veut de ne pas avoir pris la bonne décision concernant le changement en pneus intermédiaires. Mais il a aussi critiqué ses consignes techniques, qui sont quasiment envahissantes selon lui. C'est le début, et ça ira mieux assurément, mais l'image véhiculée n'est pas bonne. Alors faut-il s'inquiéter pour Ferrari? Honnêtement, non, pas pour l'instant. Un mauvais week-end, ça arrive à tout le monde, et je pense qu'ils ont une voiture plus performante que ça. Melbourne est un circuit particulier, semi-urbain, et les conditions météo les ont sensiblement handicapés a priori. Mais ils ont affiché des lacunes assez importantes en termes de compréhension de la monoplace, et ce n'est pas 100% rassurant pour la suite. La voiture a du potentiel, c'est clair, et je suis convaincu qu'ils se battront pour la victoire à certains moments cette saison. Mais ils doivent afficher une meilleure adaptabilité, prouver qu'ils peuvent faire fonctionner cette monoplace dans une fenêtre plus large, et ça commence dès le prochain Grand Prix, en Chine. Une dernière chose, il faut garder à l'esprit que Ferrari a souvent été un moteur diesel ces dernières années. En clair, ils étaient en difficulté au départ, puis ils remontaient la pente petit à petit. Ferrari a l'habitude de terminer la saison en trombe, mais pour être champion du monde, il faudra être plus régulier que l'an dernier. Gardez espoir mes amis tifosi, Ferrari vaut mieux que ça, sans aucun doute. Maintenant qu'on a parlé de Ferrari, j'aimerais également évoquer le cas de deux autres écuries de bas de tableau, qui m'ont déçu, pour des raisons différentes. Racing Bulls et Haas. Commençons par Racing Bulls. En voyant le tour de formation d'Isaac Hadjar, j'étais dégoûté. Pour son premier Grand Prix, dans des conditions difficiles, Hadjar a commis une erreur fatale qui a mis fin à sa course. Il était inconsolable en sortant de sa voiture. Et j'ai vraiment apprécié que le père de Lewis Hamilton, son idole, vienne le réconforter. C'est dur, mais j'ai confiance en Hadjar pour relever la tête. Je suis convaincu qu'il a des qualités qui peuvent lui permettre de s'imposer en Formule 1. Il devrait retrouver de la confiance le week-end prochain. C'est d'autant plus frustrant que la Racing Bulls a bien fonctionné à Melbourne. P11 pour Isaac en qualif, meilleur rookie, c'est fantastique pour sa première. Tsunoda lui a bluffé tout le monde, en plaçant sa voiture P5 sur la grille. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à les voir aussi haut. Mais ils ont malheureusement gâché leur chance de marquer des points, qui étaient pourtant importantes. Tout comme Ferrari, ils ont commis un mauvais choix stratégique au moment de choisir de chausser les inters. Et Tsunoda s'est retrouvé relégué hors des points. C'est décevant, parce que lui a fait un très bon week-end à mon avis. Et les voir avec 0 points aujourd'hui, eh bien ça ne semble pas représentatif de leur potentiel. Dans leur championnat de milieu de tableau, c'est Williams qui a fait une très bonne opération. Sauber aussi. Même s'ils semblent un peu en dessous de midfield, ils ont obtenu un résultat fabuleux. Dommage que le Racing Bulls n'ait pas su profiter de ce momentum, en espérant pour eux qu'ils aient d'autres opportunités. Enfin, il faut que je vous dise un mot sur Haas. C'est simple, c'était de très loin la pire écurie de la grille ce week-end. Oli Berman a passé son week-end à se cracher, et Esteban Ocon a tenté de limiter la casse, sur ce qui est sans doute la 10e voiture de championnat en termes de performance. Que s'est-il passé ? Pourquoi cette équipe qui jouait le top 10 régulièrement l'an dernier est-elle tombée aussi bas ce week-end ? De l'avis de certains, ils étaient encore en mode test hivernaux lors des essais libres, et ils avaient besoin davantage de données sur cette voiture, et ça les a relégués bien loin des premiers rangs. Ce qui n'est pas rassurant, c'est qu'ils ne semblent pas comprendre pourquoi leur voiture était aussi mauvaise. Ayao Komatsu ne s'est pas caché. Puisqu'ils étaient incapables de jouer les points, leur dimanche en Australie devait les aider à récolter des données, et quasiment rien d'autre. Des données qui doivent leur offrir des éléments de réponse quant au développement de leur monoplace. Il y a certainement de la frustration du côté des pilotes, qui ont plutôt réalisé un bon Grand Prix je trouve. Simplement, la performance n'était pas suffisante pour jouer les points. Et évidemment, on espère pour eux un autre visage ces prochaines semaines. Haas doit mieux faire. Ils ont le soutien de Toyota, une bonne base sur laquelle travailler. Et s'ils venaient à évoluer dans le bas de tableau à nouveau, ce serait un cruel aveu d'échec pour Ayao Komatsu. Lui qui a pourtant redonné de la confiance à toute son équipe l'an dernier. J'attends mieux de leur part, et j'espère qu'on les verra un peu plus performants que ça ces prochaines courses, sinon 2025 risque d'être bien long. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. En commentaire, j'attends tout simplement votre avis sur ce premier Grand Prix, et plus spécifiquement, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Ferrari à ces Racing Bulls? Moi je lirai ça attentivement. Avant de se quitter bien sûr, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous, et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément en termes de référencement et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.